Au Bénin, la constitution béninoise du 11 décembre 90 a intégré dans son corps un certain nombre de droits. Les droits civils et politiques sont évidemment prévus puisqu'il s'agissait avec cette constitution de rompre avec un système dictatorial. Mais au-delà de ces droits civils et politiques, qui étaient la quête première des populations, on a vu que les droits économiques, sociaux et culturels avaient également une place importante. Et c'est pour cette raison que déjà dans le corps même de la Constitution, il est prévu un ensemble de droits et devoirs au thème desquels les droits économiques et sociaux, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation, le droit au travail, etc. sont prévus. Quand on sait que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui intègre également les droits économiques et sociaux, fait partie intégrante de la Constitution, et quand on ajoute encore la ratification par l'État du Bénin de l'ensemble des normes internationales, que ce soit les normes de l'Organisation internationale du travail ou les normes des Nations unies en matière de droits économiques et sociaux, notamment le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, on peut dire que sur un plan purement juridique et purement formel, il existe des instruments juridiques à même de permettre aux populations et à chaque personne de revendiquer et de réclamer la protection de ses droits économiques et sociaux. Mais évidemment, cela est facile à dire quand on est dans les villes, quand on est dans les zones où les gens sont allés à l'école, sont instruits et peuvent effectivement être en connaissance de leurs droits et les revendiquer. Le problème est plus délicat quand on va vers les zones rurales, vers les populations analphabètes, parce qu'elles ne sont même pas mises en état de connaître leurs droits avant même de les réclamer. C'est pour cette raison que l'un des obstacles majeurs à la satisfaction des droits économiques et sociaux, ce n'est pas les procédures devant les juridictions, ce n'est pas les mécanismes, ça existe, mais le problème, c'est que les gens ne sont pas au courant même de ces droits-là et ne peuvent pas les revendiquer de façon satisfaisante. Cela ne veut pas dire que sur un plan purement personnel, nous n'avons pas assisté à un ensemble de recours, à différents recours que les populations, celles qui sont informées, ou les personnes qui sont à même d'assister, celles qui ne sont pas au courant de leurs droits, ces gens-là ont pu faire énormément de recours devant la Cour constitutionnelle du Bénin qui protège effectivement l'ensemble de ces droits-là. De sorte que dans la jurisprudence de la Cour, vous avez plusieurs droits économiques et sociaux qui ont été réclamés et protégés. Le droit à l'eau, le droit à l'alimentation, le droit au travail, le droit à un salaire suffisant pour un travail, le droit à un salaire égal pour un travail égal. Et on peut encore continuer le droit des personnes handicapées à accéder au travail au même titre que les personnes valides, notamment par exemple le droit pour une requérante de pouvoir composer en écriture braille pour pouvoir accéder au corps des magistrats, etc. Donc, sur un plan purement normatif et même sur un plan de la procédure des juridictions, les droits économiques et sociaux ont leur place dans le dispositif juridique du Bénin. Mais évidemment, les défis sont encore nombreux parce que ces droits économiques et sociaux, il y a un problème lié à leur nature spécifique qui est l'exigence de la progressivité. Le fait que ce sont des obligations de moyens et non pas des obligations de résultats. Souvent, la Cour constitutionnelle s'est basée là-dessus pour rejeter un certain nombre de demandes. Alors, pour éviter que ce genre de situation ne vienne sans que les populations ou la Cour elle-même n'aient des éléments objectifs d'appréciation, il nous semble que l'évaluation et les méthodes d'évaluation doivent être harmonisées, que ce soit au niveau des citoyens ou au niveau de l'État. Il faut que les statistiques soient disponibles, que l'on sache les ressources que l'État met en éducation, dans la santé, dans l'accès au travail, que cela soit des critères tout à fait partagés, des méthodes d'analyse partagées aussi bien par l'État, la société civile que les particuliers, de sorte qu'il y ait des rapports sur lesquels on peut se baser pour dire de manière très claire, voici dans quel cas l'État a fait des efforts, voici dans quel cas il manque des efforts. Et que la bonne foi de l'État, le caractère raisonnable de ce qui est réclamé, soit évalué sans que des débats de contestation ne puissent se faire. Donc, nous pensons qu'il faut investir suffisamment dans les méthodes d'évaluation, dans la disponibilité des enquêtes, des statistiques et des rapports discutés et validés par toutes les parties, de façon à ce que lorsque les droits là seront réclamés, les arguments, les rapports, les bases sur lesquelles on se fonde pour prétendre que l'État a fait des efforts ou n'a pas fait des efforts, ce soient des bases tout à fait partagées et qu'on ne soit pas en face de difficultés pratiques pour éviter de réclamer un certain nombre de droits. Mais en attendant d'en arriver là, il nous semble que le principe de non-discrimination peut déjà être utilisé
pour sanctionner toutes les fois où le droit est disponible, mais on empêche certains d'y avoir accès alors que d'autres ont accès. Donc le principe de discrimination peut être un outil important pour protéger les droits économiques et sociaux, en attendant que le reste suive l'alphabétisation, la mise à disposition de rapports objectifs, de statistiques, d'analyses évaluées et acceptées par toutes les parties.